Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Aujourd'hui, je reçois Pierre Morkens, entrepreneur et conférencier humaniste, spécialiste du cerveau. Pierre a développé une quinzaine d'entreprises. C'est lui qui est derrière la reprise de Vilvoorde il y a 15 ans. Et il a fondé en 2008 l'Institut du neurocognitivisme. Pierre fait 120 conférences par an. Sa double expérience et compétences en fait une personne passionnante à écouter. On a discuté pendant 1 heure et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à nous écouter. Nous allons aborder les processus de décision, la délégation de la décision, le phénomène de plus en plus répandu de l'individuation dans l'entreprise, l'importance du sens, les différentes manières qu'a notre cerveau de prendre des décisions, la libération de l'intelligence et de la parole dans l'entreprise, et enfin la tension entre volonté de stabilité et évolution nécessaire des entreprises. Vous verrez que son approche est absolument complémentaire à celle d'Outils du Manager. Je pense en particulier à la dernière formation sur la prise de décision. Voilà, j'espère que vous allez vous régaler autant que moi et je vous donne rendez-vous à la fin du podcast. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais je vais bien, je suis heureux d'être là avec vous. Oui. Très très heureux de vous rencontrer aussi. En fait, c'est un de nos auditeurs, plusieurs de nos auditeurs, qui nous ont conseillé de vous rencontrer. Ah bon ? Donc, sympa. Ce qui pourrait être sympa pour commencer, c'est que vous nous expliquiez un petit peu qui vous êtes, quelles sont vos activités, vos publications, bref, quel est votre job en général. Oui, d'accord. Écoutez, d'abord, je pourrais dire que j'ai été chef d'entreprise pendant quand même une trentaine d'années. J'ai créé pas mal d'entreprises, une quinzaine à peu près. Ah oui. Et des petites, des moyennes, au début des toutes petites, puis des moyennes, des grosses internationales, essentiellement dans la conception et la distribution de mobilier de bureau sur le plan européen. Et mes dernières grandes expériences passionnantes étaient lorsque j'ai repris les usines de Renault Vilvoorde. En 97, cette usine a fermé brutalement ses portes et il y avait 3100 personnes sur le carreau. Et donc, 2 ans après, cette usine a été, au fond, transmise à des entrepreneurs qui étaient prêts à créer des centaines d'emplois, ce que j'ai fait. Et donc, j'ai créé à peu près 280 emplois en 32 mois pour redonner vie à ce site qui a fait couler beaucoup d'encre. Absolument. Donc, et c'était passionnant parce qu'en fait, cette expérience, je l'ai vécue à partir, au fond, des éléments que je distribue aujourd'hui, que je fais connaître aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1990... Donc, après avoir fait beaucoup de développement personnel depuis l'âge de 25 ans, en 90, j'ai rencontré Jacques Fradin. Jacques Fradin est un médecin français qui se passionnait pour les travaux d'Henri Laborie à l'époque, sur les comportements. Et il donnait une conférence à Bruxelles et ça m'a touché parce que je me suis dit, tiens, il y a là je comprends le missing link entre ce qu'on appelle les sciences dures et les sciences molles. Les sciences molles, c'est la psychologie, l'explication de comment on se comporte, etc., mais qui est basée sur l'observation. Alors que les sciences dures donnent une richesse dans la compréhension des mécanismes qui entraînent nos comportements, c'est-à-dire à partir des neurosciences, de la neurobiologie, de tout ce qui touche notre cerveau qui prend à peu près 5000 à 6000 décisions par jour face à des situations qui se présentent à nous. On s'arrête au feu rouge, on redémarre au feu vert, on fait plein de choses, on prend plein de décisions sur la journée et nous sommes aussi dans un monde de plus en plus complexe où prendre des décisions devant des choses qu'on ne maîtrise pas, devant l'inconnu, pose certains problèmes que nous devons pouvoir aborder. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Depuis 15 ans maintenant, je me consacre à diffuser ces connaissances, mais aussi tous les outils qui l'accompagnent pour précisément apprendre d'abord à mieux se connaître. On ne se connaît pas du tout. C'est comme lorsqu'on se regarde dans un miroir, en fait, on ne s'est jamais vu, puisque on est à l'inverse de ce qu'on est. Donc, on se connaître soi-même, c'est une réalité
qui paraît évidente peut-être, mais on ne se connaît pas. Hein, et c'est intéressant, donc la connaissance de soi. Ce qui est absolument surprenant aussi, si je peux vous interrompre, c'est qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Alors pas du tout. C'est peut-être la première chose qu'on devrait savoir faire. Oui. C'est à s'analyser et à se comprendre, parce que c'est peut-être plus facile quand on est jeune que quand on a vieilli. C'est-à-dire que, oui, dans la jeunesse, le cerveau est très, très, très plastique et donc il apprend beaucoup. Et c'est d'ailleurs, vous soulevez un point, c'est que à côté de l'association du neurocognitivisme, j'ai aussi créé 2 associations pour former les éducateurs et les professeurs. D'accord. Donc en Belgique, ça s'appelle Learn to Be et on forme à peu près 1500 enseignants par an à toutes ces connaissances. Et en France, on a démarré il y a 3 ans et on peut déjà compter en centaines par an et ça va bientôt se multiplier dans certaines académies qui sont très friandes de nos approches et des outils qu'on transmet aux professeurs. Donc, je ne suis pas étonné. Vous touchez bien la notion d'éducation. Je dis souvent dans mes conférences, s'il y a 3 choses importantes dans le monde, c'est l'éducation, l'éducation et l'éducation. Voilà. Et tout vient de là. Ouais. Seulement, comme on n'a pas été formé à ça, aujourd'hui, ces connaissances neuroscientifiques viennent apporter... je dirais, une base scientifique, mais en même temps très concrète de notre façon de nous comporter. Donc voilà, aujourd'hui, depuis 15 ans, je me consacre à ça. Je donne énormément de conférences, à peu près 120, 130 par an. Ah oui, une grosse activité. Ouais. Oui. Aussi bien dans les entreprises, pour sensibiliser les gens à la connaissance de soi, à l'ouverture à ce monde, que parfois le soir dans certaines écoles pour les parents, ou alors je suis expert APM, expert germe. Donc voilà, je suis bien occupé pendant mon année. Mais plus d'activités entrepreneuriales. J'ai encore des entreprises, mais qui sont gérées par d'autres. Et donc voilà, disons. Vous avez su déléguer. Oui, disons que j'ai à peu près 5% de mon temps qui est consacré à ces entreprises, essentiellement dans les conseils d'administration. D'accord, voilà. Ok. Très, très intéressant. Donc je reste lié et passionné. Pour nous, c'est très, très intéressant, en tant que manager ou chef d'entreprise, d'avoir quelqu'un qui est justement... qui a la double expérience et la double compétence, c'est toujours intéressant. Voilà. Et donc, ce que si j'ai bien compris en regardant, puisqu'on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. D'accord. Et en regardant votre site, vous parlez de neurocognitivisme, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez en gros dire... Voilà, ce que c'est. Ouais. Alors, d'abord, c'est le nom que j'ai donné à l'association. Donc, nous sommes une association loi 1901, c'était... une volonté de ma part parce que je considère que ce qu'on transmet fait partie du patrimoine de l'humanité. Et donc, on a appelé ça l'Institut du neurocognitivisme. Alors, le neurocognitivisme, comme vous le sentez bien, il y a 2 mots juxtaposés. Il y a neuro, neurosciences, neurobiologie. C'est tout l'aspect, je dirais, scientifique qui explique les processus d'apprentissage, les processus de connaissance. Et le cognitivisme vient du mot cognitif, c'est-à-dire de la connaissance, du savoir. Et nous abordons non pas simplement le savoir et le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. D'accord. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de l'approche, c'est comprendre comment on fonctionne, pourquoi on bug, pourquoi on se plante, mais aussi pourquoi on réussit, etc. etc. Donc, d'accord, ok. C'est un peu l'aspect général de l'approche. D'accord. Oui. Et vous disiez que, alors je ne sais plus si on était déjà dans l'interview ou avant, vous disiez que le métier de manager avait pas mal évolué ces dernières années en disant le monde devient plus complexe, etc. C'est quoi votre vision En fait, vous avez peut-être déjà entendu parler, ou les auditeurs, du monde VUCA ou VICA. Le monde VICA, c'est quoi ? Le monde est volatile, d'accord, incertain, d'accord, oui, complexe et ambigu. Donc, nous sommes dans un monde VICA ou VUCA en anglais, uncertain. Et ce monde-là, il est apparu assez récemment quand même, parce que les choses vont très très vite. Alors, il y a 3 grands paradigmes qui m'intéressent dans ce mot-là et en même temps que je vais prolonger. Le mot complexe. Le mot complexe. Le monde est de plus en plus complexe et ça va à une vitesse qu'on n'imagine pas. Il faut savoir que
les connaissances mondiales, les découvertes mondiales, les connaissances mondiales se multiplient aujourd'hui par 2 tous les 7 ans. Donc, imaginez, 7 plus 7 plus 7 plus 7, ça fait en 28 ans, on va multiplier les connaissances par 16. Donc, nous sommes dans un monde où tout va très, 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 très vite. Et dans ce monde-là, on peut ou s'y retrouver ou alors perdre la boule. Complètement. Donc, c'est ce qui peut entraîner beaucoup d'anxiété, de conflits, d'incompréhension. Et en même temps, c'est un monde qui nous enrichit sur le monde dans lequel on vit, sur la connaissance de soi, sur la découverte. Donc, face à cela, il y a des choix de société à faire. Des choix de société, entre autres l'éducation, on vient d'en parler. Face à la complexité, il y a encore 2 autres grands paradigmes que j'aime vraiment noter et mettre en avant. C'est que plus la complexité est grande, et ça intéresse particulièrement les sociétés, les entreprises, plus le monde est complexe, plus nous devons en fait travailler, et nous sommes en interdépendance. On dépend des autres. Il n'y a plus aujourd'hui aucun chef d'entreprise, aucune personne au monde qui peut dire « je suis universel, j'ai une connaissance universelle », parce que le monde va très vite. Et c'est ce qui implique, la notion d'interdépendance implique le fait de travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il faut certaines qualités. Bon, on parle beaucoup d'intelligence collective, de co-construction, de coopétition, le co-working, etc. Et ça a vraiment du sens dans un monde complexe. La seule chose, c'est pour que ça réussisse, il faut d'abord se connaître ses capacités et ses limites, accepter que l'autre est différent. Absolument. Et donc, la connaissance de soi et la connaissance de l'autre sont devenus des ingrédients indispensables. C'est pour ça que, comme vous le dites, l'éducation ne nous a pas du tout préparés à ça. Et ces connaissances d'aujourd'hui nous permettent, de façon assez simple, de lever les voiles sur certaines connaissances, on va en parler, pour permettre à cela. 3e grand paradigme, qui vraiment chahute notre monde aussi, et c'est subtil, mais c'est une réalité, à côté de la complexité de l'interdépendance, c'est cette notion d'individualisation, qui est le contraire de l'individualisme. D'accord. Ouais. L'individualisme, c'est tout pour moi, rien pour les autres, c'est je ne pense qu'à moi. L'individuation, c'est je me construis, je me bâtis des qualités, je me bâtis, je donne du sens à ma vie. Et on le voit, on entend de plus en plus parler dans les entreprises, c'est donner du sens. Parce que sinon, et on le voit avec les jeunes générations, on ne rentre plus dans la banque pour faire carrière dans la banque. Aujourd'hui, on va changer d'entreprise jusqu'au moment où on trouve du sens. Là, ça correspond à mes valeurs, à mes choix, à mon désir. Et on le voit avec les jeunes universitaires. Ils vont à un certain moment faire des choix qui correspondent à leur bien-être, à leur vie personnelle. À leur idée de leur propre construction. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. L'individuation, d'ailleurs c'était un terme qui était cher à Teilhard de Chardin dans les années 40-50, l'individuation c'est se gérer soi et donner du sens à sa vie. Et c'est capital aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 100 ans, on allait tous à la guerre pour la patrie, on se faisait mourir, etc. Aujourd'hui, le sens du soi est une réalité qui est vraiment présente dans les besoins de chacun. Ce qui peut être un peu déconcertant pour un manager qui doit essayer de faire du collectif. Exactement. Avec des individus de plus en plus, alors je ne sais pas comment, pas individualisés, voilà. mais... Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans l'individuation, il faut comprendre qu'on doit s'individualiser, mais qu'on est interdépendant et que donc il faut aussi comprendre l'individuation de l'autre. Ouais, donc, absolument. C'est une alchimie intéressante. Et lorsqu'on comprend comment le cerveau fonctionne, comment il prend des décisions, pourquoi il dysfonctionne, eh bien, on peut remettre les choses en ordre. Et c'est ça ma passion aujourd'hui, c'est de faire découvrir aux gens ce qu'il y a les capacités qui sont en eux et comment ils fonctionnent. Il y a je ne sais pas si vous avez vu le livre de Gallup qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « It's the Manager ».
où ils indiquent qu'en fait, un des moteurs essentiels aujourd'hui dans les entreprises, pour que les gens y restent, qui donnent, qui soient engagés, puisque leur grand truc, c'est les désengagés, les engagés, etc., c'est la capacité du manager à coacher les individus qu'ils managent pour les faire évoluer, pour les faire se développer à l'intérieur de l'entreprise. Et ils disent qu'aujourd'hui, un bon travail, plus que le salaire et que le reste, qui sont toujours des éléments importants, c'est comment moi je vais me développer dans cet environnement. Est-ce que c'est conforme à mon idée de développement ? Et l'intérêt du manager, ça devient, est-ce que ça va être le bon coach pour moi, en fait ? C'est quand même un gros changement dans le métier du manager. Radical. C'est-à-dire, c'est plus le chef. C'est plus le chef. C'est celui qui impose. C'est celui qui, en subsidiarité, donne le goût aux autres de faire et d'accomplir. Oui. Ce qui est une mission passionnante pour les managers, soit dit en passant. Il faut juste savoir le faire. Il faut savoir le faire et il faut bien connaître ses propres limites aussi et savoir développer certaines qualités. Tout à fait. Ouais. Alors, il y avait un axe qui peut-être dont on pourrait parler, c'est la prise de décision. Oui. Puisqu'en fait, en regardant vos travaux, j'ai vu qu'il y avait des choses qui concernaient la capacité de s'adapter à son environnement et à prendre de meilleures décisions. Oui. Et dans quelle mesure ce que vous avez développé comme outil peuvent nous aider dans ce domaine-là ? Donc, il faut savoir que depuis 30 ans que je connais Jacques Fradin et les travaux que j'ai aidé à financer. J'ai financé une grosse partie de ces travaux avec plusieurs chercheurs. Donc, il y a quand même 85 années de recherche là derrière dans différentes disciplines. Oui. Justement pour la prise de décision. Donc, notre cerveau, en gros, il pèse pour nous adultes 1400 grammes. Il prend grosso modo 5 à 6 000 décisions par jour face à des situations. La plupart d'entre elles sont simples. C'est notre savoir-faire qui nous fait prendre des décisions sans même devoir réfléchir parce qu'on connaît la chose. Et puis nous sommes confrontés dans le monde complexe de plus en plus à des décisions à prendre où on n'a pas vraiment toute la maîtrise, toute la connaissance de l'environnement. Et c'est pour ça que il faut comprendre que les décisions dans notre cerveau se prennent à travers, on a appelé ça 4 gouvernances. C'est comme si on avait 4 pilotes dans l'avion. Il y a le côté, ce qu'on appelle souvent reptilien, qui a des bases très basiques. Le reptilien, il prend des décisions pour vivre et survivre. Oui. Il a besoin de manger, de dormir, etc. Et il nous rappelle qu'il faut faire ça. Et puis il a une deuxième capacité, c'est que c'est lui qui perçoit tout de suite un danger pour notre survie. Donc ce qui nous permet, et c'est les travaux d'Henri Laborie, de fuir, de lutter ou de s'inhiber, se cacher pour éviter la mort. C'est très basique. Puis il y a ce qu'on appelle un deuxième organe de décision qui s'appelle le centre grégaire, le côté grégaire qui est né avec les premiers mammifères, qui lui a comme but en fait de trouver sa place dans la hiérarchie. Pour les animaux qui vivent en troupeau, en meute, chaque animal a sa place, sa fonction, il est plus ou moins dominant, plus ou moins soumis, mais tout ça s'arrange entre eux et chacun a sa place. Chez l'humain, c'est là que c'est le centre qui va se former, entre autres dans les 10 premières années de la vie de l'enfant, c'est le centre de la confiance en soi. Avoir confiance en soi. On peut avoir trop peu confiance en soi, être un peu soumis, trop confiance en soi, devenir un peu dominant, manipulateur. Donc tout ça, ça a été étudié, on a des outils pour ça, on a une connaissance là-dessus, et c'est intéressant, c'est passionnant. Alors, on a un troisième centre de décision qui est très important, qui en prend beaucoup, c'est ce qu'on appelle le mode limbique, si vous voulez, la gouvernance émotionnelle, où nous stockons quoi ? Nos connaissances, nos savoirs, nos savoir-faire, nos compétences, enfin, tout ce qui fait que nous pouvons prendre des milliers de décisions rapidement grâce à nos apprentissages. Mais là aussi se stockent nos fausses croyances, nos idées, nos préjugés, nos certitudes, qui vont et qui peuvent, à certains moments, former, je dirais, être des blocages dans nos décisions, parce que ça va nous coincer.
Et c'est là aussi qu'on stocke nos émotions, nos motivations. Et puis nous avons ce qu'on appelle le néocortex préfrontal qui est derrière le front, qui est une partie du cerveau qui est déjà présente à la naissance, mais qui va biologiquement se développer jusqu'à l'âge de 25 ans, grosso modo, qui est le siège de notre capacité à penser out of the box, si on veut dire ainsi. Donc, à penser autrement. Et cette partie du cerveau est capitale parce que c'est à partir d'elle qu'on apprend. L'apprentissage passe d'abord par le néocortex pour s'insérer ensuite dans le mode limbique. Et dans un monde complexe, puisqu'on y revient, dans un monde complexe, il est nécessaire d'utiliser son cortex préfrontal de plus en plus pour gérer les situations complexes et difficiles. Il a des qualités que le mode automatique n'a pas. Et pourtant, le mode automatique est bien utile puisqu'il aime les routines, il aime les habitudes. Et heureusement, face à un feu rouge, il vaut mieux avoir de bonnes routines. Oui. Donc, il est essentiel. Il est routinier, il est plutôt persévérant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il est assez rigide. La rigidité, c'est utile dans, je ne sais pas, dans la production, pour faire des mélanges, pour s'arrêter au feu rouge. Être rigide, ça a plein de qualités dans beaucoup de circonstances. Il est aussi, le mode automatique est aussi dichotomique. Ça veut dire que c'est blanc ou c'est noir, c'est rouge ou vert, c'est bon ou c'est mauvais. C'est la notion du jugement qui est utile et qu'on utilise tous les jours. Il a aussi des certitudes. Ben oui, il a des certitudes puisqu'il a des connaissances, des savoirs auxquels il fait appel pour prendre ses décisions qui elles-mêmes sont aussi le fruit de l'expérience. Donc l'expérience qui vient nourrir le mode limbique et il a un côté très grégaire, il est très sensible à l'image sociale, c'est-à-dire au regard des autres. Le regard des autres nous fait parfois prendre des décisions qui ne sont pas vraiment celles qu'on aurait voulu prendre, mais on aime bien faire partie du groupe, du clan, on le voit. Pression sociale. Et ça peut nous mener à prendre de mauvaises décisions, parce qu'on suit le groupe, alors que parfois il faut savoir prendre d'autres décisions. Ça, c'est le mode limbique, le mode automatique, le mode qui est utile dans des milliers de décisions par jour, mais non utile et absolument incompétent face à la complexité, face à la nouveauté, face à l'inconnu. Et c'est là qu'on peut parler de l'usage de son cortex préfrontal, néocortex préfrontal, qui est à l'avant du cerveau, et qui lui a les 6 dimensions complètement à l'opposé du mode automatique. Il est curieux par nature, et la curiosité, elle est déjà présente à la naissance du bébé. C'est sa plus grande capacité, c'est magnifique. La curiosité d'un enfant, c'est vraiment la richesse de base qui lui permet de s'épanouir. C'est par là qu'il va apprendre, c'est par là qu'il va vous dire à papa et à maman pourquoi, et ces pourquoi sont d'une richesse colossale parce que c'est là qu'il va apprendre. Donc, la curiosité, pour nous, chefs d'entreprise, pour nous, managers, pour nous, n'importe dans la société, c'est faire quoi? C'est faire de la maïeutique. C'est faire ce que Socrate faisait il y a 2500 ans, c'est poser des questions. Lorsque quelqu'un vient chez vous avec un problème, peu importe, une machine qui est en panne ou peu importe, le manager aurait une tendance à lever les manches et aller réparer la chose. Non. Ce n'est pas lui rendre service, ce n'est pas l'aider à réfléchir, à comprendre, à vouloir aller plus loin et à grandir. Et c'est pour ça que apprendre à poser des questions ouvrantes, ça veut dire quoi? Une question ouvrante, c'est poser une question à l'autre pour qu'il soit obligé de sortir de son mode automatique pour en fait aller plus loin dans sa réflexion, dans sa pensée. C'est pas la même chose. On parle souvent de questions fermée, question ouverte. C'est pas du tout la même chose. Une question fermée, on le sait bien, c'est oui ou non, c'est blanc ou vert, blanc ou noir, etc. Une question ouverte, elle est intéressante à la poser aux gens, aux personnes, aux collaborateurs, lorsqu'ils viennent chez vous avec un problème. Poser une question ouverte, c'est en fait lui permettre de parler du problème. Mais
ne lui permet pas encore de réfléchir pour aller plus loin. Alors qu'une question ouvrante, c'est plutôt lui poser une question sur laquelle il n'a pas la réponse automatique et qui l'oblige à faire ce que nous appelons une bascule. Une bascule, ça veut dire quoi? C'est de basculer de son mode automatique vers son mode adaptatif. Et c'est là qu'on va faire appel aux 5 autres dimensions, qui sont quoi? La souplesse, l'acceptation. On est tous devant des situations parfois qui nous gênent, hein. La vie n'est pas toujours rose. Donc, on a parfois des situations qui nous dérangent. Et savoir accepter, c'est pas se résigner. Hein. Accepter, c'est se dire, tiens, ce qui est face à moi, c'est la réalité. Comment est-ce que je vais la gérer? Et ce n'est pas en s'énervant, ce n'est pas en disant, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, je l'accepte, c'est une réalité. Comment vais-je l'aborder? Ce qui veut dire que en étant curieux et en étant souple, en acceptant la situation telle qu'elle est, je vais rester serein. Et ça, c'est une grande dimension pour le manager. Un manager qui est serein, il va en fait utiliser toutes les capacités de son cortex préfrontal, qui va permettre de faire quoi? De passer dans la 3e dimension du cortex préfrontal. C'est quoi? Mais au lieu d'être dans la dichotomie, le noir-blanc, il va rentrer dans la nuance, arriver à nuancer les choses. C'est vrai qu'apparemment cette situation me dérange. N'y a-t-il pas un avantage? Déjà, ça c'est un outil fabuleux. Lorsqu'on se sent stressé, énervé, angoissé, tiens, dans cette situation, n'y a-t-il pas, ne fût-ce qu'un avantage? Et ça nous fait basculer. Ou une opportunité. Oui, une opportunité, un avantage. C'est vrai que ça me dérange, mais au fond, il y a peut-être une idée là derrière. Il y a peut-être quelque chose. Les grandes inventions ont souvent été le fruit d'une remise en question. Un avantage. Et alors, en fait, notre cortex préfrontal, il s'ouvre et il rentre dans la quatrième dimension, qui est la prise de recul. Je prends du recul sur la situation. Je suis souvent le nez dans le guidon, collé dans la colle. Prendre du recul me permet de voir les choses d'un peu plus haut, de ne pas voir que l'événement, mais aussi ce qui est connexe, qui est annexe à l'événement. Et me rendre compte que, en fait, tout ça est multifactoriel. Et en le faisant ainsi, on prend du recul. D'ailleurs, je le dis souvent dans mes conférences, quand je forme des chefs d'entreprise, etc., je leur dis, écoutez, quand vous avez des grandes décisions à prendre, je vous donne un conseil. Ne la prenez pas tout de suite, laissez passer une nuit. Vous savez, le dicton qui dit « la nuit porte conseil » est une réalité neurobiologique. Pendant la nuit, notre cortex préfrontal, il revoit, il revisite les choses. Nous, on dort, mais lui, il revisite les choses. Et tout le monde, d'ailleurs, n'importe qui peut l'affirmer, on s'est tous levés parfois le matin avec la solution à un problème de la veille. Après avoir creusé en général dans tous les sens, vrai. J'avais lu un livre qui s'appelle Le principe de l'étincelle, je ne sais pas si vous l'avez... On m'en a parlé, oui, je ne l'ai pas lu. Où en fait, on cherche, on se cogne sur les murs, etc. Et ce travail est nécessaire. Mais surtout, ce qui est nécessaire à un moment, c'est de tout arrêter. Voilà. Et de faire une activité différente, automatique, etc. Et souvent, et ça peut être le lendemain, hop, la solution apparaît. Comme si ça avait travaillé tout seul. Exactement. Mais il y a eu le travail avant. Il y a eu l'analyse. Il y a eu un travail, exactement. Il y a eu... ça a gambergé mais ça a gambergé surtout dans les possibilités, et puis le mode automatique s'en mêle, et il y a des confrontations entre les deux, et puis la nuit, tout se repose, et le cortex préfrontal vient vous donner le matin un eureka, ou ça peut être dans la journée aussi, bien sûr. Et ça, c'est vraiment la quatrième dimension du cortex préfrontal, c'est les prises de recul qui permettent et alors d'avoir l'intuition qui est la cinquième dimension, ou la réflexion intelligente, ça peut être le bon sens, ça peut être l'intuition.
qui est capital. D'ailleurs, Harvard a fait des études là-dessus. A fait des études sur un nombre de chefs d'entreprise très analytiques et un nombre de chefs d'entreprise plutôt intuitifs. Okay. Et les intuitifs avaient de bien meilleurs résultats. Pourquoi ? Parce que ça ne veut pas dire que les intuitifs n'analysaient pas les choses. Ils font des analyses, mais ils voient plus loin. Ils ne s'arrêtent pas à l'analyse qui est souvent l'analyse du passé. Alors que l'intuition va nous donner une vision d'avenir avec des changements possibles, va donner une vision plus créative, alors que l'analytique va rester sur des chiffres, des connaissances, et va rester sur un même memento. Sur une grille. Une grille, qui n'est pas actualisée avec le futur. Et donc, et la sixième dimension, c'est bien sûr, après la prise de décision, c'est de pouvoir assumer cette décision. Oui. C'est donc d'être très individuel, avoir de l'individuation. C'est le contraire de ce qu'on appellerait le côté grégaire. Prenons la crise de 2008, la crise financière mondiale, catastrophique. Mais on peut expliquer ça justement par cette dernière dimension. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait le subprimes aux États-Unis, qui ont été basés sur quoi ? Je prête pour construire des maisons et vous ne devez rembourser que plus tard parce que de toute façon, votre maison vaudra 20% de plus dans 3, 4, 5, 6 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Construction. Et puis, au moment où il faut commencer à payer les loyers, il n'y a plus d'argent. Et donc, la faillite totale du système. Que s'est-il passé ? Quelques banquiers ont misé là-dessus en Amérique. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu leurs actions grandir ? Tous les autres banquiers du monde ont commencé à dire « Tiens, mais c'est intéressant, on va se mêler dans tout ça », jusqu'au moment où il y a eu la chute. Et là, tout le monde a été pris. Donc, plutôt que d'avoir de l'individuation dans sa décision, un banquier aurait pu se dire « Oui, ok, à court terme, c'est peut-être vrai, mais à long terme, est-ce que ça tient la route ?» Non, on s'est tous engouffrés pour faire la même chose que les autres, et donc la crise. Donc le problème de savoir s'individualiser est important. Donc voilà, j'ai simplement voulu exprimer la différence entre le mode limbique, qui est très utile, qui est automatique, qui prend des milliers de décisions face à l'inconnu, par rapport au mode adaptatif, le néocortex préfrontal, qui est aujourd'hui utile, indispensable, qui existe depuis 2 millions d'années, mais qui aujourd'hui doit être vraiment surmultiplié et utilisé à bon escient. Et c'est pour ça que l'éducation à l'apprentissage, à la découverte, à apprendre à nuancer, à prendre du recul sur les choses est indispensable. Et ça, c'est vraiment le cœur de nos travaux. Ce que j'ai entendu aussi dans ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, quand un collaborateur vient avec un problème, parce que c'est une source d'information pour vous, le fait qu'il ait détecté un problème, d'éviter de rentrer dans le mécanisme où tout de suite on essaye de résoudre le problème à sa place. Parce que première chose, moi je dis souvent la question c'est « Ah bon, alors comment tu vas faire maintenant ?» Au lieu de lui résoudre son problème, je lui demande comment il va faire. Après, ça peut être l'accompagnement dans la réflexion, en ayant un jeu de questions à poser, etc. Et ce qui est important, je pense, dans ce que vous avez dit aussi, c'est le temps. C'est-à-dire se dire « Oui, mais pour prendre la bonne décision, il faut prendre du temps. Et donc du temps, il faut en avoir pour y réfléchir, etc., etc. » Alors, souvent cette question du temps est posée. Et moi, je dirais la chose suivante, c'est que lorsqu'on fait cette fameuse bascule, alors qui prend peut-être quelques secondes, parfois quelques minutes, avec certains exercices, parce qu'on a développé pas mal d'exercices là-dessus, vous êtes là, je prends un exemple, l'ouvrier arrive chez vous et dit « j'ai un problème, etc. etc. » On élimine la solution, on le fait soi-même, on pose des questions, etc. Mais on se dit, tiens, il faut du temps pour avoir la bonne solution. Moi, je dirais, c'est pas le temps qu'il faut,
c'est la capacité à rester serein et écouter son mode préfrontal. Parfois, ça peut durer un jour, parfois, ça prend exactement 5 secondes, parfois 1 minute, mais le temps est un alibi souvent. Le temps est un alibi. Je ne dis pas qu'on a ça à la seconde près, mais ce qui est important, c'est le basculement, c'est changer de regard sur la situation. Et se dire, tiens, par exemple, je suis devant telle situation. Qu'en penserait un martien qui arrive sur Terre? Ok. Qu'en penserait, je ne sais pas, par exemple, Robinson Crusoe sur son île? Qu'en penserait telle ou telle personne sur la situation? Et on se met en fait, on change de regard sur la situation. On se met à un autre emplacement. Qu'en penserait un physicien? Qu'en penserait ceci? Et rien qu'en se mettant à la place d'un autre, on va déjà voir la situation différemment. Qu'en penserait Nelson Mandela en prison, ou un migrant au milieu de la Méditerranée sur un dinghy qui est en train de se dégonfler. Waouh, quoi. Ça fait changer le regard sur les situations, ça nous permet de prendre soit du recul, de l'ouverture, et ça donne parfois des bonnes idées et des solutions. Donc le temps, alors forcément il faut du temps, mais c'est trop souvent pris comme un alibi. D'accord, ouais, c'est intéressant. Ok. On a parlé donc de l'adaptation à l'environnement, la prise de décision. Est-ce que vous avez aussi des choses à dire sur la manière, on a un peu évoqué déjà l'individuation qui peut nous aider à diriger nos collaborateurs. Oui. C'est déjà prendre conscience de ce phénomène. Absolument. Au lieu de continuer à être sur un raisonnement où ils sont tous pareils, donc ils doivent tous faire la même chose et tous être traités de la même manière, etc. Qu'est-ce qui peut, dans les recherches que vous avez faites, les outils que vous avez trouvés, nous aider à mieux diriger nos collaborateurs? À part juste la conscience qu'on ne peut plus les diriger comme avant. Alors, d'abord, le mot « diriger », il faut voir comment on l'entend. Hein. Si diriger, c'est le sachant qui dit « vous faites ça et ça », alors ça ne passe plus. Ça peut être montrer la direction, hein, quand on dirige quelqu'un, on lui montre une direction. Voilà, exactement. Donc, c'est le voir autrement. Alors, mes expériences de chef d'entreprise, puisque au moment où j'ai repris Vilvoorde, quand même, bon, c'était il y a 20 ans maintenant, mais ça a été une expérience absolument exceptionnelle, parce que pendant 3 ans, j'ai quand même embauché à peu près 280 personnes, et il a fallu, à partir d'une toute petite équipe, faire grandir les choses. Moi, je dirais, j'ai un principe, lorsque je parle aux chefs d'entreprise qui sont confrontés à la transformation, parce qu'au fond, on parle de transformation partout aujourd'hui. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai 4 piliers à la transformation. La première, c'est libérer l'intelligence de chacun. Libérer l'intelligence. Et là, c'est souvent une bonne conférence de sensibilisation sur ce qu'on vient de dire, avec plein d'exemples, avec plein d'outils. Comment déjà faire prendre conscience aux gens de la capacité gigantesque qu'ils ont en eux et des freins qu'ils ont en eux qui empêchent cette capacité de se développer, et comment on déconstruit les freins. Ça, on a plein d'outils pour ça. Donc les freins, c'est nos biais cognitifs, nos fausses croyances, nos idées, nos préjugés. Tout ça peut se déconstruire assez rapidement avec certains outils de bascule mentale. Donc, libérons l'intelligence. C'est ce que j'ai fait avec Renaud Vilvoorde. Vous savez, quand vous prenez en une fois, vous engagez 100 personnes sur 6 mois, et il faut arriver à les mettre pas dans un nouveau moule, mais dans une nouvelle façon de penser. Donc, leur faire découvrir la richesse de leur cerveau par des mots simples, compréhensibles par un enfant de 12 ans, mais en même temps très riches, hein, ce qu'on est en train de faire, mais là c'est avec des mots seulement, libérer l'intelligence. Puis je dis, ce qui est important pour diriger, c'est libérer la parole. Or ça, souvent, il y a une peur des chefs d'entreprise, hein, je dirais,
Libérer la parole, c'est permettre aux gens de dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui dysfonctionne, de poser des questions qui sont parfois dérangeantes, d'arriver avec des idées nouvelles. Donc, et là, il y a toute une... On peut avoir peur d'ouvrir la boîte de Pandore, en fait. C'est exactement la boîte de Pandore. Et donc, ça fait souvent peur en disant « Ouh là là, avec quoi est-ce qu'ils vont arriver ?» Eh bien non. C'est précisément en libérant la parole, mais avec une façon de faire assez... Il faut avoir structuré la manière de faire, bien sûr. Mais libérer la parole qui permet d'avoir une cartographie réelle des vécus. Ce qui est important, c'est le vécu des gens. La réalité, en fait. La réalité intérieure, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils n'osent souvent pas dire et qui souvent est la base de certains freins en chacun. Donc, libérer l'intelligence adaptative, libérer la parole, libérer la décision. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est que si on veut responsabiliser les gens, parce qu'au fond, c'est ça. Une entreprise qui marche, c'est une entreprise responsabilisante. Et chacun à son niveau, hein. Ça ne dit pas de... Chacun à son niveau. Quand quelqu'un a un cœur de fonction, il a une fonction, un cœur de fonction, il lui faut... Donc, ça veut dire qu'il a automatiquement une responsabilité liée à cela. Il faut aussi lui donner les moyens de son action, c'est-à-dire le pouvoir de décider en fonction de sa responsabilité. Hein, et pas plus que sa responsabilité, ni moins, de façon à ce qu'il se sente reconnu. La reconnaissance, c'est j'ai une responsabilité et je peux prendre des décisions dans le cadre de ma responsabilité. Et donc là, il y a plein d'outils en biosystémique qu'on a développés au cours de nos recherches qui permettent cela. Et alors la quatrième dimension, hein, tout ça se tient l'un à l'autre, c'est libérer l'organisation. Alors c'est quoi libérer l'organisation ? Bon, il y a toute une manière de faire pour cela, que j'ai appliquée entre autres à Renault Wildvoorde et dans beaucoup d'entreprises. C'est un certain moment de faire, enfin moi je le fais de cette façon-là, on peut le faire d'autres façons, mais je la trouve la plus visible, la plus prenante pour les gens, c'est je dessine en général l'entreprise sur un papier d'imprimerie qui a parfois 15 ou 20 mètres de long, sur 1 mètre de haut, où on dessine l'entreprise avec tous les flux et avec les passages de l'un à l'autre à partir de la demande du citoyen, la demande du consommateur, jusqu'à la fin avec la réclamation, tout ce qui existe et tous les flux. Et lorsque je dessine ça sur un tableau, hein, dans une entreprise, j'invite les personnes de l'entreprise, qu'ils soient maintenant 250 ou 400 personnes, peu importe, je les invite par groupe de 12 ou 15 personnes à la fois, en mélangeant les services. Surtout pas par service, non, en mélangeant les services. Ça peut être un comptable, un chauffeur, un magasinier, un vendeur, quelqu'un de la recherche et développement, peu importe. Et ils se retrouvent par 15 à la fois, et pendant 2 heures, ils redécouvrent l'ensemble de leur entreprise à travers ce schéma. Alors que chacun est dans un îlot, dans un silo, et il connaît bien son métier dans son silo, il découvre ce que font les autres. Et il découvre l'importance de son silo dans l'ensemble. Et c'est là qu'on décloisonne l'entreprise. Et c'est là qu'on donne du sens. Donc j'arrive à l'individuation. Donc tout ça, c'est un process qui peut se faire très rapidement, qui est libre, qui donne une forme de libération. Et je dirais, pardon, quand on visualise, ce que vous montrez, c'est une visualisation de la cartographie de l'organisation de l'entreprise. Souvent, on se rend compte que les gens
ne voient pas forcément les choses comme vous les voyez, et surtout, ils n'ont pas les mêmes idées entre eux sur les rôles de chacun, etc., etc. Et c'est très, très intéressant à faire. Moi, dans une des travaux qu'on fait au niveau formation, on fait ça. Le premier truc, c'est qu'on cartographie l'entreprise en disant « mais où je suis, moi, là-dedans, et comment ça marche ?» Avec un mind map, avec des flèches, etc., pour voir les interactions, etc. Et on est surpris, ce qui nous paraît absolument évident à nous, managers ou dirigeants, mais pour celui qui est dedans, c'est pas du tout la même vision. Non, pas du tout. Et alors, la force de cette façon de faire, c'est que... Et alors, la manière de faire est importante, donc en mélangeant les gens, en les faisant vivre toute l'entreprise, c'est que, comme ils ont pu libérer la parole avant, et bien pendant ces 2 heures ou 3 heures, ils posent, ils expriment chaque fois, ici, moi je n'ai pas les statistiques de ça. Ils expriment tous les dysfonctionnements qui existent. Donc la parole est libre, et au fur et à mesure que les choses se disent, on fait des post-it, on les colle sur le tableau, etc. Et ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas, moi je l'ai fait là encore dernièrement avec une entreprise de 200 personnes, vous récoltez grosso modo 400 à 500 post-it, ça va très très vite. Et alors ce qui est tout à fait étonnant, comme ils apprennent à se connaître, le comptable ne connaît probablement même pas le job des ouvriers, ils apprennent à comprendre l'ensemble de l'entreprise. Ce n'est plus un silo, ça devient une entreprise, ça donne du sens. Et je remarque qu'un mois après, la moitié de ces post-it sont réglés parce que les gens se parlent entre eux et se disent c'est tout ça, mais moi j'ai ces statistiques dans mon tiroir, je peux te les passer, etc. etc. Et l'autre moitié des problèmes, ça permet de créer ce qu'on appelle des petits projets où les gens concernés vont se retrouver ensemble parce qu'ils font partie de départements différents. Ils travaillent ensemble pour résoudre les choses. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que souvent, quand je fais ce travail, il y a des cadres qui viennent me voir après en me disant « Waouh, incroyable, je suis depuis 10 ans dans l'entreprise, 8 ans dans l'entreprise, je ne savais pas qu'on faisait tout ça. » Des cadres, des cadres. C'est donc, fou. Ils rentrent chez eux, ils sont fiers de faire partie de cette entreprise. Donc, c'est redonner du sens. Oui, ça donne du sens. Tout à fait. L'individuation. Alors, j'ai une question, une réflexion, peut-être, puis il y a une question derrière. C'est que j'ai souvent l'impression, moi, dans ma pratique de chef d'entreprise, que la volonté des managers ou des collaborateurs que j'ai, qui ne sont pas forcément des managers, c'est toujours d'arriver à une situation stable. C'est-à-dire de dire, moi, mon objectif, c'est justement de mettre le truc sur les rails, et quand on aura le truc sur les rails, alors le travail sera fini, et je serai installé dans ma routine, justement, peut-être avec mon cerveau limbique qui fonctionne à fond, j'aurai moins de décisions à prendre, moins de risques à prendre, etc., etc. Et quelquefois, on perçoit ça, c'est-à-dire qu'on a l'entreprise qui est installée dans des routines et dans des manières de faire, et vous êtes peut-être chef d'entreprise, ou d'ailleurs pas forcément, ça peut être un cadre dans l'entreprise qui se dit mais on est en train de se planter, le marché a évolué parce que lui il a notre vision, je pense à un commercial qui est sur le terrain et qui comprend pas que sur le terrain ça fonctionne plus, donc il creuse, il se rend compte que le marché a évolué, etc. Et c'est parfois très dur de dire à un cadre mais non, ton truc là dans lequel tu es installé, qui a l'air de marcher parce que tu as la réponse à tout, tu n'as plus d'efforts à faire parce que tu es en routine, c'est fini. Tu vas être obligé de casser tout ça, le remettre en question, te remettre en danger, refaire des erreurs, etc., etc. Et comment ? Et moi, je me dis toujours, mais le risque, quand on fait ça, c'est de tellement déstabiliser l'autre qu'il devienne complètement inefficace. Et donc, on a toujours ce dilemme entre est-ce que je garde mes bases ou est-ce que je détruis pour reconstruire. Oui, c'est intéressant parce que et on vit dans ce monde-là aujourd'hui. On vit très dans fort. Ce monde-là. On peut plus s'arrêter. On peut plus se dire ça y est, je suis arrivé. Non. C'est impossible, c'est fini. Non. Et d'un côté, avoir des process qui tournent et tout ça, c'est important aussi. Donc c'est le côté automatique. Le côté automatique donne de la stabilité, donne du confort, mais il faut se servir de ce confort pour aller aussi faire marcher notre cortex préfrontal, enfin, c'est une image que je donne, mais de l'entreprise. C'est-à-dire
continuer à faire de la recherche-développement, de continuer à imaginer, à découvrir c'est quoi le monde de demain, donc faire marcher notre intuition. Et au contraire, considérer que ce qu'on fait, et que les habitudes, les process, et qui tournent, et qui donnent des résultats, bon, ça doit être une base pour aller plus loin. Donc il ne faut pas le détruire non plus, mais par contre, l'important c'est de se dire, ok, si je m'endors sur mes lauriers, peut-être qu'un jour, quelqu'un va inventer l'ubérisation de mon métier et du jour au lendemain, je suis mort. Quand vous êtes dans la situation de Vilvoorde, vous n'avez pas le choix, il faut changer. C'est-à-dire que le mur, il est déjà là, le trou est déjà là, on est en train de tomber. Quand vous êtes dans le confort d'une entreprise qui fonctionne bien depuis longtemps, c'est plus dur. Un peu, ce que vous me disiez sur la personne, moi je le vois sur l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est pareil. Elle a des systèmes qui fonctionnent en permanence, et c'est très bien, parce que c'est ce qui lui donne... Elle ne se demande pas si au feu rouge on passe ou on ne passe pas, comme un être humain. Exactement. Mais le danger, c'est que ça prenne 100% des routines de l'entreprise. Et moi, je dis... une façon de voir les choses, c'est de dire on doit avoir des routines pour 80% des situations, et des êtres humains pour 20%, où les routines ne fonctionnent pas. Il faut être capable de violer la routine. Et plus on viole une routine, plus ça veut dire que ça y est, on parle de processus dans l'entreprise. Plus on viole le processus, plus il est obsolète et plus il faut en mettre un autre en place. Mais ce n'est pas toujours évident. Quelquefois, vous avez l'impression, en tant que chef d'entreprise ou de manager, de casser. Et vous avez vos managers qui défendent l'entreprise que vous avez mise en place avec eux. C'est-à-dire que vous vous sentez un peu comme celui qui attaque leur travail. Oui, ça veut dire que je fais mal les choses alors. Non, et c'est pour ça que ce genre de transformation doit être vécu ensemble. Et il faut parfois imaginer, poser la question, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est quoi notre métier, hein? Et c'est là que la prospective est intéressante, c'est là que l'intuition devient intéressante. Et savoir faire ça hors cadre, en disant tout ce qu'on fait c'est bien là, mais c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut aussi faire qui serait aussi très bien, quitte à remettre certaines de nos habitudes en cause. Obligatoirement. Les lampistes, ils ont disparu avec l'électricité, et donc voilà, ça fait partie du jeu. Donc nous devons pérenniser notre avenir. Et donc cette notion de pérenniser est importante. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, pour arriver doucement vers la conclusion, à des managers qui voudraient améliorer leur pratique générale du management, on va dire? Par quel bout ils peuvent rentrer dans vos travaux, ou par quel angle ils peuvent attaquer? Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, je ne sais pas. Il y a rarement une seule solution et une seule manière d'aborder le sujet. Absolument. Alors, nos travaux, ça fait 32 ans maintenant qu'on fait ces travaux, et aujourd'hui on en fait la communication, et on forme des gens. Nous sommes un institut de formation, d'expertise, voilà, ça dépend un peu des problèmes qui se posent. Donc, dans notre association, nous avons 2 grands pans, ou 3 grands pans, si vous voulez. Le premier, c'est une académie. On a une académie où on forme les gens, que ce soit d'ailleurs des managers, des patrons d'entreprise, des consultants, des formateurs, des coachs. On les forme à cette grille de lecture. La grille de lecture du neurocognitivisme, la grille de lecture de l'usage de ces 4 gouvernances de décision, comment ça fonctionne, comment on peut arrêter d'avoir des bugs systématiques dans nos façons de penser, parce qu'on a nous-mêmes des croyances, des préjugés, des idées. Donc ça, c'est une académie. Une académie où on forme des centaines de personnes par an. On donne à peu près 10 sessions par an, à Paris, à Bruxelles, maintenant à Toulouse aussi. Donc, et ça, c'est 10 jours de formation étalés sur 6 mois. D'accord. C'est très léger pour avoir énormément de connaissances et d'outils en peu de temps, hein, parce que 10 jours, c'est peu. Hein.
C'est peu et en même temps c'est excessivement riche, c'est très prenant, hein, très prenant parce qu'on fait énormément d'exercices, d'outils. Ça, c'est ceux qui veulent aller en profondeur sur la connaissance. Ce que nous faisons dans le deuxième cercle, deuxième pilier de notre association, c'est que nous donnons des formations courtes, ou c'est beaucoup des ateliers, hein, je dirais des ateliers ou des formations de 2 jours, 3 jours, 1 jour, peu importe, dans les entreprises sur des sujets bien déterminés, comme par exemple cette notion de bascule. Comment apprendre à lâcher prise, comment faire fonctionner notre cortex préfrontal, comment travailler sur les motivations, sur l'engagement, hein, parce que les motivations, c'est quelque chose d'important. Il y a les motivations intrinsèques, extrinsèques, c'est pas du tout la même chose. Comment les révéler, comment les découvrir. Donc ça, c'est l'aspect formation en entreprise sur des durées beaucoup plus courtes. D'accord. Et puis le troisième volet, c'est l'innovation. Donc on a un côté R&D, si vous voulez, où on fait de l'innovation sur des nouveaux produits, sur des produits digitaux, sur la connaissance de soi, sur, je dirais, on a un outil qui s'appelle le VIP2A Pro, qui est un outil qui décèle la dynamique comportementale chez les gens. Ah oui, on parlait un petit peu parce que quand en introduction, je vous parlais du disque qu'on utilise de temps en temps, et vous m'avez parlé de ce modèle qui est beaucoup plus complexe, plus complet probablement. Oui, c'est ça. Oui, le disque est basé sur les travaux jungiens à l'époque. Les neurosciences n'existaient pas. Et aujourd'hui, le VIP2A Pro, qui est un outil alors, je ne vais pas dire de personnalité, on parle plus de dynamique comportementale. D'accord. Qui permet de faire ça c'est important, la compréhension de nos motivations. On a tous des motivations. Hein. Tout le monde a des motivations dans la vie. La seule chose qui est importante à faire, la distinction, c'est entre ce qu'on appelle les motivations intrinsèques et extrinsèques. Ouais. Intrinsèques, ce sont des motivations... alors là, je fais appel à la neurobiologie. Les motivations intrinsèques se forment dans le cerveau. Ce sont des circuits neuronaux qui sont des autoroutes du plaisir qu'on garde jusqu'à 120 ans, qui sont basés sur ce qu'on appelle l'empreinte biologique. Il se passe dans les premiers mois de la vie de nourrisson, les premières années en tout cas. Et ça sont des motivations excessivement puissantes, et qui n'ont pas besoin d'encouragement, qui n'ont pas besoin de résultats pour rester fixes en soi. On les garde, et même si on n'a pas le résultat, on est persévérant, on trouve du plaisir à le faire. C'est ce qui nous ressource profondément. D'accord. Et ça, lorsqu'un manager connaît les ressources, les motivations intrinsèques, d'abord les siennes, puis celles de ses collaborateurs, eh bien, c'est d'affecter certaines tâches qui correspondent à ça. Et nous le savons, si on a 25% de son temps qui est accordé à ces tâches qui touchent nos motivations profondes, eh bien, on est heureux, quoi. On a 25%, c'est intéressant. Ça suffit. Souvent, on dit, en plus, je sais pas si c'est un dicton, on dit souvent... un job, c'est 70% de choses pénibles, pour pas dire autre chose. Pour 30%, on s'éclate. Donc c'est marrant, on n'est pas loin de souvent ça. Voilà. Mais c'est une réalité biologique. Et donc, comprendre les motivations intrinsèques et savoir les distinguer, parce que c'est ça l'important, c'est de savoir les distinguer des motivations extrinsèques. Et les extrinsèques, ce sont aussi des motivations qu'on en soit, mais qui viennent essentiellement de notre éducation. Ce sont des choses qui sont venues de l'extérieur, extrinsèques. Par c'est bien de faire ça, c'est chouette, je veux ressembler à mon oncle, je veux gagner beaucoup d'argent. Ce sont des motivations qui nous viennent avec la découverte du monde, l'apprentissage, mais qui ne sont pas vraiment le cœur de notre être profond. Alors, ça peut être des motivations intéressantes, ce sont aussi des moteurs dans la vie, mais
pour rester des moteurs, il faut des conditions. Et les conditions, c'est soit avoir des résultats dans ce qu'on fait, soit être encouragé, soit recevoir de la reconnaissance. Valoriser, Valoriser. Et si c'est pas valorisé, on finit par s'en détacher. Ou alors, l'autre extrême qui est importante et qui touche beaucoup de gens dans le travail, c'est qu'on y est tellement attaché à ces motivations extrinsèques qu'on se donne toujours plus, et on en veut toujours plus de reconnaissance, plus ce qui entraîne quasi la plupart de tous les burn-out. Les burn-out proviennent de l'hyper-investissement émotionnel qui est basé sur des motivations extrinsèques. Parce qu'on n'est pas dans sa zone. Et donc, c'est pour cela que l'ensemble des questionnaires est important. Beaucoup de questionnaires vous demandent, est-ce que vous préférez ça ou ça, ça ou ça? Alors, les réponses que les gens donnent sont des réponses vraies au moment T. Donc, c'est la personne. Mais ne définissent pas le prédictif du demain. D'accord. Et c'est là que la différence entre les motivations intrinsèques et extrinsèques est capitale, parce que nous, on repère dans le questionnaire les hyper-investissements émotionnels, et alors on peut avoir une vision beaucoup plus prédictive. D'accord. Et c'est là qu'on peut se dire, waouh, là, je vais pousser la pédale à fond parce que c'est moi, ou là, je vais un peu freiner parce qu'au fond, j'en attends tout le temps de la reconnaissance et ça peut me jouer des vilains tours. C'est très intéressant. Ça veut dire que c'est la grande différence. Quand on est dans l'extrinsèque et qu'on a surinvesti dans ce domaine-là, en fait, on n'est pas dans sa zone naturelle de confort ou de performance. Et c'est là qu'on Et c'est là qu'on se fatigue, c'est là qu'on se donne un fond. Et d'ailleurs, souvent, les managers me le disent, ou même les patrons d'entreprise, lorsque je donne ces conférences ou ces ateliers à l'APM ou ailleurs, lorsqu'ils découvrent ce système, ils disent « Ah, celui-là, il a fait un burn-out. Je ne le voyais pas venir. » Non, parce qu'il se donne à fond. Et donc, quand quelqu'un se donne à fond dans quelque chose sur ses motivations extrinsèques, on croit que vraiment il est passionné, mais en fait il attend une reconnaissance infinie, et c'est jamais assez bien, il faut toujours faire mieux. Et ça peut expliquer. Et un jour, c'est clac. Tout à fait. Et la limite de compétence dont on parle parfois dans les entreprises, si vous mettez quelqu'un où il va pouvoir ne jouer que sur ses motivations extrinsèques, vous le brûlez. C'est pas une question de compétence. Exactement, on le brûle. Et donc, ça, c'est une différence essentielle qui est vécue dans le vide de Zapro. D'accord. Et un manager, il peut connaître ou celle de ses collaborateurs, parce que s'il leur fait faire le test. Oui, mais tout le monde gagne. Le test est à la base. Tout le monde y gagne. C'est un peu le truc de Gallup. Moi, je connais un peu Gallup. C'est aussi l'histoire du Strength Finder, c'est-à-dire trouver vos forces. Alors. Et de dire, investissez dans les forces de vos collaborateurs au lieu de compenser leurs faiblesses. C'est pas tout à fait la même chose, mais non, c'est le même esprit. C'est le même esprit. La seule chose, c'est que les forces, il faut savoir si elles sont intrinsèques ou extrinsèques. Et on n'en a pas forcément conscience. La personne n'en a absolument pas conscience. On ne sait pas dire. Moi, mon but dans la vie, c'est ça, mais est-ce que c'est le but que tu t'es fixé? Est-ce que ça vient de toi ou ça vient de la pression sociale ou tes parents ou l'exemple? Très, très intéressant. Ok, hyper intéressant. Comment on peut faire pour vous contacter? Comment on peut faire pour vous retrouver si on a envie de creuser un des sujets? Moi, là, j'en vois un que j'ai envie de creuser. Comment? Plutôt sur LinkedIn, plutôt... Alors, non, d'abord, le plus simple, c'est d'aller voir sur le site. Alors le site, c'est www.neurocognitivisme, sans le E, puisque c'est en anglais. Sans le dernier E, .com. Ok. Mais je le mettrai en référence dans le podcast. Alors, si les gens veulent voir un peu certaines de mes conférences, ils peuvent aller sur www.pierre.morkens.com. Et là, il y a des conférences, un TEDx et des choses comme ça. Super. Donc, ils peuvent aller voir. Et puis, LinkedIn, bien sûr, je suis sur LinkedIn aussi. Voilà. Okay. Les curieux peuvent aller voir. Et puis, moi, il y a 2-3 choses là qui m'ont interpellé. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment.
Mais merci aussi, parce que c'est chouette de pouvoir l'exprimer comme ça devant un micro et de permettre à certaines personnes d'être sensibilisées à ça. Et puis voilà, n'hésitez pas, pour aller plus loin, donc à aller sur les 2 sites qu'on vient de citer, et je vous mettrai quelques détails en description du podcast. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit geste. Vous savez peut-être que la notoriété d'Outils du Manager repose sur le bouche à oreille. On n'a pas du tout la puissance marketing des grands médias qui commencent à déferler dans le monde des podcasts. Ce déferlement réduit notre visibilité et notre chance de trouver de nouveaux auditeurs. Alors, pour nous rendre plus visibles, il n'y a qu'une seule chose à faire, indiquer que vous aimez ce que nous faisons. Pour cela, allez dans votre appli de podcast et mettez-nous la note maximale. Ce petit geste nous rendra plus visibles et contribuera à un management plus efficace et éthique dans nos entreprises. Merci beaucoup et à bientôt.